Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse. La première émission après juste les élections. On s'est posé plusieurs questions sur ce plateau. Est-ce que le 20 décembre, y aura-t-il élection? Eh bien, il y en a eu. Bel et bien, c'est vrai qu'avec plusieurs difficultés, plusieurs contraintes, mais du moins, la CENI a tenu mordicus à organiser les élections le 20 décembre. C'est vrai, certains Congolais sont allés aux urnes le 20. Dans d'autres centres, ils ont dû voter le jeudi 21, faute de kits ou l'arrivée en retard. Et dans certaines villes, c'est hier qu'ils ont voté. Mais le plus important est que tous les Congolais sont allés aux urnes pour choisir de nouveaux dirigeants, un nouveau président de la République, des nouveaux députés nationaux comme provinciaux, et dans d'autres villes, ils ont aussi voté pour les conseillers communaux. Sur ce plateau, c'est de ce que nous allons parler. C'est vrai, beaucoup d'irrégularités sur le terrain, beaucoup de langues se délient aussi par rapport au déroulement du processus. Il y a certaines structures qui appellent les Congolais à plus de retenue parce que nous n'allons pas embraser le pays seulement parce qu'on a constaté des irrégularités lors des élections. Mais du moins, cette unité nationale va permettre à ce que nous puissions trouver des solutions durables dans le processus à venir, parce que nous sommes au 4e cycle électoral en République démocratique du Congo. Donc, on sous-entend que nous avons maintenant cette maturité sur les élections. Sur ce plateau, Monsieur Steve Kabasele, il est analyste politique indépendant, je précise. C'est avec lui que nous allons essayer de décortiquer sur tout ce qui s'est passé autour de ces élections à travers la République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières. Surtout que je crois à 2 semaines des élections, nous l'avons réussi ici et nous tous, nous craignions à cette époque parce qu'il n'y avait pas encore de machines auxquelles les Congolais devaient utiliser pour le vote, mais du moins, à ce jour, nous avons tous voté, bien que certains ont voté tard. Moi-même qui vous parle, c'est à Maluku que j'ai voté, c'était à 18 ans, parce que j'étais en train de superviser cette zone de Tchangou. Certains ont voté à 21 h, d'autres ont voté à 4 h, parce que la machine avait une durée d'autonomie de 11 heures. Mais du moins, dans tout ça, il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est vrai que dans d'autres centres, des machines bloquées, la population s'est fâchée. Mais du moins, il n'y a pas eu d'incident très grave. C'est à compter avec le bout du doigt. Monsieur Steve Kabasele, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que nous pouvons dire de ces élections? Je sais que 2 semaines avant ces élections, nous avons eu à échanger avec vous. Tout le monde craignait. Parce qu'à cette période-là, les machines n'étaient pas encore arrivées. Et voir la CENI organiser ces élections à la date prévue, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'entrée de jeu, j'aimerais commencer par un rétro sur les différents cycles électoraux que nous avons connus dans ces pays. Voilà. C'était pour la première fois, d'une manière démocratique, que Joseph Kabila a organisé les élections en 2006. Au finish, nous avons connu les affrontements ici, dans la capitale, entre les forces armées à l'époque et la garde de Jean-Pierre Bemba. Voilà. Et il y a eu des morts dont les familles jusqu'à ces jours n'ont jamais été indemnisées. Et en 2011, on va encore connaître les élections entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi. Au finish, il y a eu des contestations où on a connu encore des morts dans ces pays. En 2018 également, et aujourd'hui, il y a Kadima qui organise les élections. Il y a 2 semaines que j'étais ici sur votre plateau, où j'ai demandé à ce qu'il y ait la convocation d'un cadre de concertation pour solliciter un moratoire d'au moins 3 mois. Mais M. Kadima est resté serein avec son équipe d'organiser les élections en 2020. J'ai suivi hier le vice-président de la CENI en train de se féliciter pour avoir respecté les calendriers. Monsieur Didier Manara. Bien que ces élections aient connu tant des irrégularités dans les différents coins où il y a eu des élections, je pense qu'avec le temps, on va en parler en long et en large. Voilà, on va en parler en long et en large. Nous avons tous vu Kinshasa, c'est le jeudi que les élections se sont faites
c'est-à-dire 100%, comme l'a fait savoir le vice-président de la CENI, M. Didi Manara. Mais dans d'autres provinces, c'est hier, vendredi, qu'ils ont eu à voter. Est-ce que ce décalage d'1 ou de 2 jours ne va pas causer un problème? Parce qu'on voit déjà que dans d'autres camps, ce n'est plus l'heure à la compilation de résultats, mais ils sont déjà en train de préparer ce qu'on appelle, comment dirais-je, les revendications. Est-ce que ce retard qu'a connu la CENI de 2 jours nous mettra à l'abri de tout ce que nous avons connu à la Cour constitutionnelle? Vous savez, le vote, c'est un droit civique. Donc, tout le monde a droit de voter. Je crois qu'il y a un article sur la loi électorale qui dit que la CENI est obligée de permettre le dernier personne du fil d'attente à voter. Si les élections sont allées jusqu'à hier vendredi, comme vous me l'informez, je crois qu'il y a plusieurs cas de jurisprudence. En 2011, on en a connu. À Tchangou, il y a eu des contestations, même des casses, où on a repoussé l'élection à 1 jour après. Je crois qu'aujourd'hui, nous quittons de 1 jour après à 2 jours après. Je ne pense pas que cela ait une influence négative sur la compilation des élections. Cela n'a pas une incidence sur la compilation des élections, mais juste après cette élection, plusieurs opposants ont crié à l'annulation. Il semblerait, je suis dans le conditionnel, qu'il y aurait un candidat, président de la République, qui a mis sur pied des structures pour essayer de brouiller le signal même de machine et de mettre en mal tous les Congolais qui voulaient aller voter. Et quand on voit que ce sont de candidats présidents qui se réunissent pour demander à la CENI l'annulation des élections, est-ce que vous trouvez cette prise de position normale? En fait, parmi les candidats qui ont sollicité l'annulation des élections, ils étaient à 4, avec 2 figures peut-être mieux connues, Martin Fayoulou et le pasteur Théodore, dont je n'ai vu même en affiche ici dans la capitale. Théodore Ngoï. Oui, il n'a pas même pas nous. On n'a pas vu son équipe. Je n'ai pas vu là où il a bâti campagne. Du coup, il s'élève pour solliciter l'annulation des élections. Et si il faudrait dire qu'il y a un candidat qui aurait l'amabilité d'attaquer les résultats sur le serveur de la CENI. Parce que le vice-président de la CENI a confirmé que les attaques il y a eu plus de la Russie. Plus de 3000 attaques le vice-président de la CENI en a parlé. D'ailleurs, il y a le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui en a parlé, qui aurait un candidat, que je ne vais pas citer le nom, qui aurait sollicité les services de la Russie pour pouvoir attaquer ou tripoter les serveurs de la CENI à sa faveur. Je pense que la réalité est autre par rapport aux différents PV qu'on a vu affichés devant le bureau de vote. Et je crois que cela n'ait pas l'influence sur ceux qui sont en train de solliciter. Et je pense que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit Théodore Ngoï et les 2 autres qui sollicitent l'annulation des élections, n'aient sur la course être favori. Et je trouve que c'est vraiment sans objet. Je me suis toujours posé cette question, moi-même, ou quand je suis en face d'un invité, quand on parle des élections. Est-ce que après chaque cycle électoral, la RDC doit toujours avoir des turbulences? Vous savez, l'issue des élections au Congo dépend de la conscience des uns et les autres. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore en mesure de connaître ou d'accepter, comment dirais-je, d'accepter l'autre. C'est toi qui as gagné, dans les fair play, comme on le pratique dans le football. Nous sommes vraiment très loin de ça. Et je pense que si quelqu'un gagne réellement les élections, je ne trouve pas de quoi serait des graves pour accepter que X a gagné et Y n'a pas gagné. Et déjà, au Congo, quand on prépare les élections, on prépare au même moment les contestations.
on prépare au même moment la contestation. J'ai suivi le président de la République sur Top Congo quand on lui a posé la question. Au cas où vous perdez les élections, quel sera votre point de vue? Il a dit qu'il ne pourra pas répondre à cette question parce qu'il y a déjà, d'après les informations qu'ils avaient, qu'il y aurait un candidat qui a sollicité les services de la Russie pour tripoter les résultats. Et de l'autre côté, les autres aussi disent que non, nous n'acceptons pas le résultat publié par la CENI parce que le président de la CENI serait nommé par le président de la République. Nous serons peut-être fiés par les résultats qui nous seront présentés par la CENCO, qui n'est pas une institution habilitée à publier les résultats des élections. Et je pense que cela revient à la conscience de chacun, de chaque acteur politique, de chaque candidat, de se surpasser pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas ce qui a été à la base de leur motivation? Ils n'ont pas voulu signer le code de bonne conduite parce que dans ces codes, je sous-entends qu'il y aurait aussi un article parlant de l'acceptation des résultats parce que nous avons vu tout ce qui s'est passé pendant la campagne, l'intolérance, les uns ne veulent pas accepter les autres sur le terrain. J'étais sur le terrain pendant toute cette période de campagne. En dehors de ça, nous avons vu ce qui s'est passé en Danou avec un candidat député. Nous avons vu ce qui s'est passé en Galema. Est-ce que pour briguer un siège, il faut amener les Congolais à s'entretuer? Ça prouve à suffisance que les acteurs politiques congolais travaillent pour les intérêts égoïstes et pour les intérêts particuliers. Et je crois que amener les Congolais à s'entretuer pour avoir un siège, et je trouve que c'est vraiment inhumain. Je trouve que c'est vraiment inhumain. Pour gagner les élections, il faut se préparer en amont. Ce n'est pas pour rien qu'on a prévu la campagne électorale. Dissuader les électoraux, dissuader les électeurs plutôt, c'est leur convaincre avec votre programme, leur convaincre à ce que vous allez faire demain. Et je pense que les amener dans la violence, surtout que nous sommes dans un pays où le cycle de violence à travers les Koulouna devient vraiment très intensif dans notre pays, et ils en profitent, les acteurs politiques, pour faire ce qu'ils ont fait en Danou. Il y a eu un cas de mort, il y a une dame qui est morte, juste parce que l'un voulait surpasser l'autre. Et je crois qu'au moment où nous serons en mesure de mettre les intérêts généraux devant, et tout va changer dans ces pays. Tout va changer dans ces pays. C'est vrai qu'on venait de parler de tout ce qu'on est en train de dire. Oui. Mais il y a plusieurs structures nationales et internationales. Certains pays de l'Europe, la France, le Canada, la Suède, appellent les acteurs politiques congolais à faire preuve de plus de retenue. Qu'est-ce qui est caché dans ce discours? Parce que quand on leur demande de faire plus de retenue, certes, ils savent que dans leurs réserves, il y a des choses qui bouillonnent. Qu'est-ce qui justifie cette demande de ces structures? Parce qu'il y a le centre Carter qui a demandé, il y a la mission d'observation électorale de l'Union africaine, celle de la SADC. Tous ont un même discours demandant aux acteurs politiques de faire plus preuve de retenue. Qu'est-ce qui est caché dans toutes ces demandes? Vous savez, déjà, à la veille même des élections, Martin Fayulu a fait un appel à la population de se soulever contre les résultats qui sera publiés par la CENI et les camps de Moïse Katumbi également. Je crois que si les organisations internationales appellent, comment dirais-je, les acteurs politiques à la retenue, ils savent de quoi les acteurs politiques congolais sont capables. Donc ils savent l'issue que lors de la publication des résultats, ceux qui vont perdre ne vont pas accepter. Ils le savent. Mais je suis étonné. En venant, j'ai lu Colette Brackman. Elle est journaliste belge, je crois. Nous connaissons tous sa position vis-à-vis du régime. Mais voir cette dame écrire que elle est étonnée de voir des gens parler des élections chaotiques au Congo, mais par rapport à ce qu'elle a vécu,
ne peut pas appeler ces élections chaotiques. Donc d'après elle, je pense qu'il y a lieu de réfléchir plusieurs fois pour comprendre que tout ce qui est comme irrégularité, ce n'est pas pour la première fois, et nous ne sommes pas, le Congo n'est pas génitaire des irrégularités électorales. Et je crois que ça, on en a connu en France, aux États-Unis. Partout. Ce sont des œuvres humaines. Partout. Bien que cela ait vraiment présenté une image vraiment malsaine, cette fois-ci en 2023, et je crois que cela n'ait pas vraiment l'influence négative sur la publication des résultats. Et à cet effet, je demande, ou je lance un appel à tous les acteurs politiques, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la société civile, que c'est lui qui sera publié par la CENI, parce que nous avons tous constaté qu'on est en train d'afficher les résultats bureau par bureau, centre par centre, comme on l'a demandé. Et d'ailleurs, l'article 47, dans son premier alinéa de la loi électorale, stipule que les élections sont semi-électroniques et quoi, comment on appelle ça, le comptage papier. Bulletin papier. Donc, à la fin, il faudra faire comment rapprocher les deux résultats à papier et puis à semi-électronique pour dégager l'écart. S'il y a des erreurs, il faudra que la CENI puisse mener des enquêtes, justifier ces écarts et puis corriger ces écarts. Laissons la CENI travailler et je pense qu'aujourd'hui, ils vont continuer encore avec la publication au Centre Bossolo sur les résultats nationaux. Je crois national, oui. Même présidentiel, mais à l'espace national. Parce que hier, c'était juste les 5 pays de l'étranger. Mais d'ailleurs, les 5 pays de l'étranger, nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux comment est-ce que les comptages s'est fait en France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, même au Canada. Mais je suis étonné de voir un camp plutôt dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec ces élections, nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats plutôt. Je crois que ça sent déjà mauvais. Ça sent déjà mauvais. Et les uns appellent à l'ovation des résultats lorsqu'on va publier, les autres appellent au soulèvement dans l'article 64, tout en sachant que cet article est un couteau à double tranchant. Mais vous ne voyez pas que c'est la CENI elle-même qui a aussi cherché des problèmes. La distribution des macarons en retard, macarons des témoins et des observateurs, dans plusieurs centres où je suis passé, les témoins étaient dehors. C'est à compter au bout du doigt qu'ils entraient. Et certains se sont dit, certains candidats se sont dit que c'était une manière de la CENI qui a été mise en place pour faciliter la triche. Je ne fais que rapporter ce que j'ai entendu sur le terrain. J'étais à Massina, dans 3 ou 4 centres. J'étais à Ndjili, dans 3 ou 4 centres. J'étais à Kimbanseke. J'ai même terminé ma descente à Kimbanseke parce qu'après Ndjili, je suis allé à Nsele. Après Nsele, je fais Maluku, où je suis allé voter à 18 h. Et puis Maluku, je suis revenu à Kimbanseke parce qu'à Kimbanseke, il y avait 1 ou 2 centres qui ont commencé les élections à 20 h. Et la machine avait la validité de 11 h, comme la CENI l'avait dit. Mais vous croisez certains témoins des candidats dehors. Est-ce que vous ne voyez pas que cette manière de faire de la CENI elle-même a poussé aussi certains candidats à crier à la tricherie? Parce que le batch, ils les ont réussi en retard, ils devaient venir au centre à quelle heure? Et ces batchs auraient donné l'accès à ces témoins, même si ce n'étant pas enrôlés dans ce centre, de voter. C'est vrai que 3 chefs de centre avec qui je parlais ont dit « Nous ne voulons pas que les témoins votent maintenant, ils doivent voter à la fin. Parce que nous craignons qu'ils votent ici et s'enfuient pour aller voter dans d'autres centres. » Mais du côté des candidats, ils ont mal perçu cette façon de faire de la CENI. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je peux dire quant à ça, nous devons savoir une chose. La CENI avait le devoir de nous produire les élections. Okay? Pour produire les élections, il lui faut le moyen financier, humain et matériel. Au-delà de ça, il lui revient aussi de s'organiser, donc l'organisation. Et la CENI a failli à l'organisation. Parce que moi-même, j'ai voté à 21 h. Mais ils ne veulent pas accepter ça. Ils disent que ce sont de petites irrégularités. J'ai vu les machines
au centre. Et après, on dira que non, il faut attendre quelqu'un qui viendra pour oui, ils appelaient ça la configuration. Il faut configurer la machine. Jusqu'à 14h. C'est à 14h qu'ils ont débuté avec les élections parce que les centres étaient tout près de moi. Moi, j'ai voté vers 21h. Et j'ai constaté tout simplement qu'il y avait un faille du côté de l'organisation. Ils doivent quand même le reconnaître. Ils doivent les reconnaître. Pour eux, il était question de respecter les calendriers, organiser les élections le 20 décembre. Mais je ne trouve pas que cela serait vraiment un péché si la CENI avait accepté de solliciter un moratoire, même de 3 mois, pour lui permettre de parvenir les kits électoraux dans tous les coins où étaient prévues les élections. Parce que ici à Kinshasa, moi je crois à 11h30 midi, j'étais en Djili. J'ai vu des véhicules de l'armée, le véhicule Kamaz qui se dirigeait vers Kimbantseke, où déjà la route n'est même plus praticable, parce que pour atteindre le cimetière de Kimbantseke, il y a des ravins. Donc, je me demande, ils sont arrivés de ce côté-là comment? Est-ce que on devait s'entêter pour avoir toutes ces revendications? Parce que les revendications vont commencer à accroître du jour au lendemain. La CENI va commencer à publier ses résultats. Et toute cette responsabilité sera déversée à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là? Bon, il y avait possibilité d'éviter tout ça, mais je ne sais pas pourquoi nous sommes arrivés à ce stade. Est-ce que la CENI avait tout simplement besoin d'être applaudi pour pouvoir respecter les calendriers électoraux, ou il lui revenait d'organiser des bonnes élections où tout le monde serait d'accord à l'issue de ces élections? Qu'à cela ne tienne, il y a eu des élections en dépit de toutes ces irrégularités, et ce qui est important maintenant, que la CENI puisse travailler en toute sincérité de nous présenter réellement la personne qui a gagné des élections. Parce que nous savons tous, ici à Kinshasa, j'ai fait un tour le mercredi 20, je voyais, pour ne pas citer la personne à qui tous les Kinois ont donné le vote. Je vais voter X, je vais voter X, et nous voulons voir que la CENI puisse nous présenter réellement la personne qui avait gagné les élections. Et les autres qui vont perdre consciemment, qu'ils applaudissent. Nous sollicitons un fair play à tous ces acteurs politiques et que les Congo gagnent. Nous avons plus parlé de la CENI, mais parlons des acteurs politiques aussi. Plus ces députés, ces candidats députés qui se sont déployés dans des centres. La CENI aussi a une petite part des raisons, parce que moi je dis, quand la CENI a lancé son communiqué sur le fait que les candidats devaient aller de prendre les accréditations pour leurs témoins. Ces politiciens étaient dans l'euphorie de la pré-campagne et de la campagne. Et arrivé au jour, c'est vrai, certains se sont retrouvés avec 30 macarons. Vous devez vous déployer dans Tchangou. Vous allez envoyer combien de témoins? Et certains se sont lancés dans la logique de la photocopie en couleur. C'est de la tricherie. Ça, moi, j'en ai vécu. Oui, c'est de la Ils se sont lancés et certains venaient même avec de badges sans photo. Et les chefs de centre étaient catégoriques. Est-ce que entre la CENI et ces candidats, il n'y avait pas eu une bonne communication? Mais à ce que je sache, il y a eu des cadres de concertation qui ont été organisés avec les candidats présidents de la République, avec les candidats députés nationaux, tout consort, et puis avec tous ces regroupements de la société civile qui nous accompagnent, les confessions religieuses. Mais c'est comme si ces candidats étaient plus plongés dans autre chose que dans ce qu'ils devaient faire pour être dans la légalité. J'ai constaté que plusieurs candidats sur terrain se sont mis en tête la logique d'avoir plusieurs témoins parce qu'ils se disaient que ce sont des potentiels électeurs. Alors qu'ils ont biaisé les circuits pour avoir ces accréditations. Vous pouvez dire quoi aux candidats? Parce que dans tout ça, quand ils
ils ne seront pas élus, ils vont retomber la responsabilité à la CENI, alors que la CENI n'est pas seulement porteur de la responsabilité à 100%. La CENI a ses failles, mais le partenaire aussi de la CENI qui devait l'accompagner dans ce processus, ces politiciens aussi ont une part de responsabilité. Parce que si vous voyez, plus de désordre qu'il y a eu, il y a certaines machines qui sortaient des centres parce qu'il y avait erreur, ils devaient être reconfigurés. Moi, je vis un centre à Maluku, on leur a envoyé une machine, mais qui était configurée sur un centre de Massina. Vous voyez Maluku, vous devez revenir vers les centres-villes, récupérer notre machine et repartir. Alors, dans tout ça, ces politiciens criaient déjà à une planification de la tricherie. Si on peut tricher au niveau présidentiel, mais au niveau de la députation nationale, la triche dans une circonscription comme Tchang, on va le faire seulement dans un centre. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi par rapport à ces politiciens? Oui, c'est pourquoi il faudrait savoir que les élections se préparent en amont. Donc, quand vous avez déjà les ambitions d'être candidat, il faut se préparer en avance. Et tant de candidats que j'ai vécu, il y a certains qui étaient candidats sans pour autant en amont se préparer convenablement. Il y avait certains qui ont laissé la charge à leur regroupement politique, effectivement, à leur parti politique, qui les fassent à leur place. Or, quand on est candidat, vous pouvez être inscrit comme indépendant ou sur la liste d'un parti politique ou la liste d'un regroupement politique, mais c'est vous qui êtes candidat, c'est à vous de battre campagne, c'est à vous de s'organiser pour être élu sur la liste de votre regroupement ou parti politique. Mais ce que nous avons constaté, les candidats étaient là, certains disaient que non, voilà, moi on m'a demandé de donner les noms, j'ai envoyé mon nom et le nom est sorti comme candidat, peut-être pour atteindre les seuils de recevabilité. En fait, cette logique de seuil de recevabilité a posé beaucoup de problèmes. Absolument, pour atteindre les seuils de recevabilité, mais tout en n'ayant pas, comment dirais-je, cette logique-là d'être candidat et de se faire élire. Et je suis candidat pour qu'on voie que je suis candidat, mais est-ce que j'ai postulé pour être élu ou j'ai postulé pour, n'est-ce pas, accompagner les autres? C'est ça le problème. Et dans tout ça, il y a un problème d'organisation qui s'est posé, que ce soit du côté de la CENI, que ce soit du côté des candidats. Et vous voyez un candidat, par exemple, qui attend que les derniers jours de placer peut-être 10, 20 affiches. Je suis candidat national, par exemple, à Mouamba qui a plusieurs communes, mais peut-être que j'habite Lemba. J'affiche peut-être sur 4-5 avenues et j'attends quoi de retour? Être élu. Et demain, je dirais qu'il y a eu tricherie. Non. En ce qui concerne la tricherie, bon, je ne sais pas, parce qu'on a vu des vidéos où certains candidats députés on a retrouvé des machines dans leur chambre en train de voter, ainsi de suite. Et je crois que tout ça devra servir de leçon. Sans pour autant pour ravir la parole, quand on a des vidéos pareilles et le nom des candidats est connu, est-ce que la CENI ne peut pas sanctionner ce genre de candidats? Mais il serait sanctionné d'office, voire même être retiré de la liste. Je me pose une question de machines destinées à des centres pour tous les électeurs, mais qui se retrouvent chez vous. Et la CENI ne dit mot, parle seulement de petites irrégularités. Il faut même pas que la CENI, parce que là ça devient une question nationale. Il faudra même la justice puisse se saisir de la question. Dossier, voilà. Comment est-ce que ces gens-là ont parvenu à avoir ces machines? Est-ce que ce sont les agents de la CENI qui leur ont vendu les machines? Comment? Ils ont acheté ces machines auprès de qui? Qui leur a donné ces machines? Donc c'est à la justice de se saisir de la question, interpeller, traduire et que ces gens-là soient punis sévèrement conformément à la loi. Je trouve anormal les machines destinées au bureau de vote et ces machines se retrouvent dans des chambres des individus en train de voter. Avec plusieurs paquets de bulletins. Vous savez, il y a aussi un élément très important que je dois soulever, c'est la question de la sécurité. Voilà. J'ai senti vraiment l'absence de la police dans différentes
le commissaire divisionnaire adjoint est passé sur Top Congo, a dit qu'ils avaient affecté 2 policiers par centre, mais dans tout le point chaud, il y avait une base placée. Si il y a un cas de réticence ou d'incident, on devait recourir à ces policiers qui étaient placés dans des points chauds. Mais à ce que je sache, 2 policiers dans un centre où il y a 9, 6, 7, 8 bureaux de vote, comme je le vis dans le complexe Epenabou à Maluku. Ils avaient 7 bureaux de vote avec 2 policiers. Et sur les 2 policiers, un seul avait une arme. Est-ce que vous pensez vraiment que quand il y a un désordre, un seul policier avec une arme peut contenir toute la masse? Mais quand vous dites ça, vous avez vu dans une vidéo où il y avait un policier qui était là et la population en train de casser les machines à voter, les policiers là en train de regarder. Parce que face à cet engouement-là, je ne pense pas qu'un seul policier ou des policiers pouvaient, comment dirais-je, apporter la soutien à la CENI. Je ne pense pas. Dans des situations pareilles, où les élections, déjà avant l'organisation des élections, il y avait la tension. Là, il faut le dire, il y avait vraiment une forte tension. Et la police devrait se prendre en charge. La police devrait prévoir qu'il y aurait des conséquences négatives le jour même des élections. Et nous avons vraiment senti l'absence de la police. Et je me rappelle, en 2011, en 2018, on s'est réveillé déjà dans des sites stratégiques. Vous trouvez les forces armées, la police, ainsi de suite, pour surveiller de près ce qui va se passer. Et vous savez, quand la population voit la police, les forces armées en masse, ils ont aussi peur. Même s'il y a des revendications à faire, vous allez les faire d'une manière sereine. Mais le vent, qu'est-ce qu'on a vécu? Quand il y a des revendications à faire, la première des choses, c'est casser les machines. Les machines qui ont coûté l'argent du trésor public. Vous comprenez? Et on a cassé, s'il faut comptabiliser combien de machines qu'on a cassées, combien toutes ces machines, on était en train de brûler une machine, une ou 2 machines à voter. C'était ça la solution? C'était pas ça la solution. Vous avez cassé, au finish, il n'y a pas eu vote dans ces différents bureaux de vote. Et il y a d'autres candidats qui disent que non, nous allons accepter les résultats rien que si tous les bureaux de vote prévus, il y a eu effectivité des élections. Vous comprenez un peu. Mais il faudrait aussi savoir pourquoi il n'y a pas eu des élections dans ces différents centres ou bureaux de vote. Parce que la population a eu à casser les machines. Et j'ai vu une autre vidéo où on dit nous avons cassé les machines. Pourquoi? Parce que quand on vote les X numéros, ça nous donne voilà. Ça reste à désirer. Difficile à croire à cela. Certainement, l'informatique a ses caprices, mais est-ce qu'il y a-t-il une corrélation entre ce que la population disait et ce que le vice-premier ministre en charge de la Défense avait dit à son temps relative aux attaques subies la CENI plutôt. J'ai vraiment du mal à croire à cela. J'ai vraiment dit peut-être peut-y avoir certaines anomalies liées au caprice, au dysfonctionnement des machines. On peut comprendre, mais dire qu'il y a eu des attaques où on a déjà au préalable préparé la tricherie de la sorte, j'ai trouvé ça vraiment un peu anodin. Et je crois que tous ces éléments doivent nous servir de leçons que les élections prochaines, qu'on puisse corriger davantage tout ce qu'on a connu comme erreur en 2006, en 2011, en 2018 et puis 2023. Et certains disent que ce sont les mauvaises élections qu'on a connues dans notre pays. Qu'à cela ne tienne, il y a eu élection. Nous attendons maintenant la publication des résultats, quitte à la CENI de travailler à arrache-pied, de nous présenter réellement le candidat président de la République qui va
réellement remporter les élections, les députés nationaux et députés provinciaux, voire même les conseillers communaux, et pour éviter les cycles de désordre qu'on a toujours connus dans notre pays à l'issue des élections. Mais parlons de la CENI, c'est une innovation. Après compilation, la CENI va commencer à nous donner les chiffres comme elle accroît dans son centre appelé Centre Boussolo. C'est une innovation qui peut aussi dissiper certaines revendications parce que du moins chacun sera au courant de ce qu'il a fait réellement sur le terrain et ce que la CENI publie. Déjà, s'il a fait 1000 voix ou 10 000 voix après compilation de CPV, si la CENI publie 9000 voix, il a déjà la facilité de préparer sa requête. N'est-ce pas une innovation qui peut apaiser toutes les parties prenantes? Bon, c'est vraiment une innovation. D'ailleurs, j'ai suivi Didi Manara qui a fait appel à tous les candidats de prendre part au centre Boussolo. Mais ce que j'ai constaté ici, déjà au départ, pour le pays, les élections... Dans les pays étrangers, le président de la République part favori. Par favori. Donc j'ai constaté qu'il y a vraiment un peu un rapprochement entre les différents PV qu'on a affichés dans les bureaux de vote et ce que la CENI a publié hier dans les centres Boussolo. Et nous espérons que cela continue comme ça. Et même si à la fin il y aura des écarts entre la CENI électronique et le bulletin papier, que la CENI puisse faire un effort de dégager toutes ces erreurs et nous présenter vraiment celui qui va gagner réellement les élections. Voilà, nous n'avons pas besoin de cycles de désordre, les Congolais ont besoin de la paix. Nous ne voulons pas de cycles de désordre, les Congolais ont besoin de la paix. Nous quittons cette partie parlant des élections. En 5 ou 10 minutes, nous allons parler des nouveaux dirigeants qui doivent venir. Le nouveau président de la République, quels doivent être les défis majeurs auxquels il doit s'affronter, les nouveaux présidents? Si c'est Félix Tshisekedi, candidat successeur à son poste, quels sont les défis majeurs qui l'attendent? Et si c'est un nouveau président, quels sont les défis majeurs qui l'attendent? Commençons d'abord par le président de la République, avant de prendre les députés provinciaux, nationaux, provinciaux et les conseillers communaux, surtout que c'est pour la première fois qu'on vote les conseillers communaux. Les défis majeurs. Vous savez, ici, ce qu'il faut savoir, c'est le président de la République qui demande les suffrages auprès des électeurs. Mais ce n'est pas le président de la République qui gère les pays au quotidien. Donc c'est le gouvernement qui gère les pays au quotidien. Mais avec la vision, oui, c'est ça, avec cette vision, il faudra que le président de la République puisse se choisir un premier ministre compétent. Donc tout partira par le choix de son premier ministre. C'est ça. Un premier ministre compétent, un premier ministre qui va se rallier à sa vision, un premier ministre qui va travailler réellement pour le bien-être des Congolais. Vous savez, quand je parle de bien-être des Congolais, le bien-être des Congolais passe par le développement. On ne peut pas parler de développement dans un pays sans avoir la paix dans le pays. Donc c'est la priorité. La priorité, à l'est de la République, c'est... Oui. Là où il y a des cris de bottes, cela fait fuir les investisseurs. Il faudra rétablir l'ordre public dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, donc par tous les moyens. La sécurité. C'est-à-dire à l'est de la République démocratique du Congo. On doit en finir avec le retentissement de balles. Tout à fait. Il faudra, comment dirais-je, nous présenter les ministres capables et non les copains, les amis, ainsi de suite, le membre de la famille. Mais avec ces alliances politiques que nous tissons en République démocratique du Congo, vous pensez que nous pouvons sortir du gouffre? Oui. Quand vous parlez du choix, on peut sortir du gouffre. Vous savez, dans tous ces partis politiques ou regroupements politiques, il y a des hommes intègres, il y a des hommes intelligents. Mais quitte au patron de ces partis politiques ou regroupements politiques de choisir des personnes capables de travailler. Et ce n'est pas de nous envoyer des gens, quand ils viennent, la première des choses, bon, on peut tourner à Bissau. Je dois aussi ils viennent sans véhicule, sans maison. Nous avons besoin des gens bourrés de valeurs comme
Évariste Kimba, comment dirais-je, Moïse Tchombe, Lumumba. Ce sont des personnes pareilles que nous avons vues. Moi, j'ai dans ma famille, j'ai connu mon oncle qui fut ministre des Finances et Budget à l'époque du maréchal Mobutu, où on parlait de l'aigle de Kawele. Vous ne pouvez pas parler devant Mobutu. Mais en étant ministre, il a pu publier un rapport détaillé sur les malversations financières de l'époque. Je me fais comprendre. Donc, c'est-à-dire, il avait aussi besoin d'argent, mais il a trouvé une situation catastrophique où il a dit non, il a pu produire un rapport, lui et son cabinet, et cela lui a coûté vraiment peut-être sa vie. Il est sorti de ces pays d'une manière clandestine, il est parti. Et il y a des gens pareils, ils sont nombreux. On peut les trouver ici au Congo. Deuxièmement, il faudra aussi penser sur la réduction des trains de vie des institutions. Je ne pense pas que dans un pays comme le nôtre, on puisse avoir un nombre de 60 ministres, 65 ministres. Pourquoi faire? Avec un salaire de plus de 40 000 $ chacun. Avec un gouvernement de 30 ministres, on peut décoller. On peut décoller. Donc, c'est-à-dire, le président de la République qui viendra, il a beaucoup de défis, donc, en commençant par la sécurité. Donc, c'est-à-dire, il faut mettre en tête que je dois rétablir l'ordre à l'est de la République démocratique du Congo, par voie diplomatique, même par voie des armes. Parce qu'on ne dit pas que quand on est en train de négocier, on ne peut pas se battre. C'est-à-dire, il faut être capable de négocier et de se battre. Donc, c'est-à-dire, conformément à la loi de la prorogation de la défense, qu'on puisse doter notre armée avec les armes, leur payer pour leur permettre de se battre convenablement. Et je crois que si on a la sécurité, on aura la paix. Si on a la paix, il y aura des investisseurs qui vont venir. Si les investisseurs viennent, il y aura la création des emplois. Et si il y a création des emplois, et vous verrez que même le phénomène Koulouna va disparaître parce que ces gens-là, ça donne à cette pratique. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce que quelqu'un qui a un travail à faire, vous verrez même tous ces gens qui traînent derrière les députés, derrière les partis politiques, parce qu'ils n'ont rien à faire. Quelqu'un qui a 8 heures de temps de travail, je ne pense pas qu'il ait le temps d'aller suivre les députés derrière, d'aller drainer devant les partis politiques. Et je crois que le président de la République qui viendra, qui sortira, si ça sera Félix Tshisekedi, si ça sera Moïse Katumbi, donc ils ont les défis majeurs à relever et nous attendons et nous espérons qu'avec Dieu, le Congo vaincra. Voilà, c'est par cette note que nous mettons un point final, c'est-à-dire le nouveau président de la République qui viendra. Comme l'a dit notre invité, Steve Kabasele a un grand défi à relever. Il doit d'abord commencer par se choisir un premier ministre compétent. On leur demande de réduire le train de vie des institutions, réduire le nombre de ministres au lieu d'un gouvernement pléthore. Si on a un gouvernement de ministres et de vice-ministres au nombre de 30 personnes, ça pourra nous suffire et puis voir la sécurité à l'Est. Négocier, les voies diplomatiques, oui, on en a besoin, mais aussi les voies militaires aussi peuvent compter parce qu'il a dit, même si on négocie, ça ne nous interdit pas de nous battre parce que ceux qui sont tués à l'Est, ce sont des Congolais comme nous. Nous pensons que c'est sur cette note que nous mettons un point sur cette émission. Je pense que c'était la première émission après les élections et ça valait quand même la peine qu'on puisse en parler et nous en avons parlé. Les irrégularités, il y en a, mais nous n'allons pas nous entretuer parce qu'il y a erreur d'une part de la CENI. On peut servir la République autrement. On ne peut pas seulement servir la République tout en étant député national ou député provincial ou président de la République. Je connais des Congolais qui ont ramené des projets ici qui servent à la République, mais ils ne sont ni conseillers du chef de l'État, ni conseillers d'un ministre. C'est seulement parce qu'il a une certaine notoriété, il se connaît avec des entrepreneurs, il vient avec un projet en bonne et due forme. Je donne l'exemple de la société, je ne donnerai pas le nom, mais ces Turcs qui construisent Kinshasa Arena, ce n'est pas un projet du gouvernement. Là, j'en suis sûr, c'est un monsieur qui est venu avec un projet, le gouvernement a jugé important,
Et on lui a demandé de faire venir ces gens. Ils sont venus. C'est monsieur, le monsieur qui est devenu le président de l'ASV Club actuellement, Amadou Diaby. C'est lui qui est venu avec ses investisseurs. Il a présenté en bonne et due forme le projet à la présidence de la République. On a trouvé que c'était intéressant, ça va profiter à la République. Aujourd'hui, Kinshasa Arena se construit, on a un système, c'est-à-dire il y a un groupe de Congolais qui ont quand même trouvé de l'emploi là-bas. Bien que ça soit minime, mais du moins, ils ont quitté le chômage pour trouver un emploi. Et on ne peut pas seulement servir la République tout en étant politicien. Non. Aimons ce Congo parce que nous n'avons que ce pays. Toutes ces personnes qui ont la double nationalité, je suis français de nationalité, mais Nasuka Baroloba, il est français d'origine congolaise. Donc les origines, Tobo Sanakayamote. Ceux qui cherchent à séparer ces pays, je commence à douter de leur originalité, de la nationalité congolaise. Le Congo restait un et restera indivisible. On se voit déjà, je crois, le lundi, on n'aura pas émission parce que c'est le jour de la Noël. Il y aura une émission spéciale de Noël. On se retrouve mardi pour une nouvelle émission avec d'autres invités. Meilleurs vœux chez vous.